exprimé ce samedi à la tribune des Nations Unies, une occasion pour le colonel Abdoulaye Maïga de rappeler les efforts des autorités actuelles pour une transition réussie. Il a également fait cas de la détermination du peuple malien à faire respecter l'honneur, la dignité et le choix des autorités. Grève du syndicat des contrôleurs aériens de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, ASECNA. La structure, en collaboration avec le ministère de tutelle, met en place un plan de secours. Celui-ci fonctionne de façon satisfaisante. Engagé pour la lutte contre les travaux forcés, acteur de l'implantation du parti USRDR dans le nord du pays, Idrissa Oumarou Maïga, médaillé d'or de l'indépendance, vous sera présenté ce soir. Il aura servi comme opérateur radio au poste de télécommunications dans plusieurs localités avant 1960. Finale Coupe ORTM, la commune 6 remporte la Coupe ORTM édition 2022. Elle s'est imposée face à la commune 4 à l'issue des tirs au but. Le résumé du match dans la page des sports en fin de journal. Samedi 24 septembre, bonsoir, bienvenue. Dans son adresse à la tribune des Nations Unies, le Premier ministre par intérim a rappelé les efforts des autorités actuelles pour une transition réussie, au nombre desquels la promulgation de la nouvelle loi électorale, l'installation de la commission de rédaction de la nouvelle constitution et la montée en puissance des femmes avec l'accompagnement de certains partenaires. Le Mali, dira le Premier ministre, respecte les droits de l'homme sur les théâtres des opérations. Le récit de nos envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Aliou Touré. Face à l'histoire, les autorités maliennes ont décidé de choisir le camp de la vérité. Une vérité dite au monde entier depuis la tribune des Nations Unies. Le Mali, un pays frappé par de nombreuses crises, notamment la lutte contre le terrorisme, les conflits intercommunautaires avec des mains invisibles. Malgré ce tableau sombre, les autorités maliennes peuvent se targuer d'avoir enregistré des résultats tangibles. En ce qui concerne le Mali, je suis heureux et fier de vous annoncer que les groupes terroristes ont été sérieusement affaiblis et la peur a même changé de camp. Cependant, ces groupes criminels gardent encore et toujours une certaine capacité de nuisance dans leur tentative désespérée de porter atteinte à notre intégrité territoriale et de terroriser nos populations. Les vaillantes forces de défense et de sécurité du Mali restent déterminées à faire face à toutes les menaces d'où qu'elles viennent. Sous l'impulsion de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le gouvernement du Mali continue d'intensifier les efforts importants pour recruter, former, équiper et renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité maliennes. Je dois dire ici que les actions offensives menées jusque-là ont permis à nos forces de remporter des victoires décisives contre les forces obscurantistes. Elles ont également permis à l'État de reprendre pied et de réaffirmer son autorité sur une grande partie du territoire national, ainsi que de favoriser le retour de plusieurs milliers de nos compatriotes dans leur localité d'origine. Dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le gouvernement du Mali est fortement interpellé sur la question des droits de l'homme. Je tiens à souligner que les droits de l'homme constituent avant tout des valeurs qu'incarne chaque Malien. Aussi, le gouvernement du Mali reste déterminé à les respecter et à les faire respecter, conformément à sa politique de tolérance zéro contre l'impunité. Des résultats soutenus par des actions de développement qui ont permis le retour des réfugiés et de l'administration. Le gouvernement du Mali, pour sortir de cette situation, a pris des initiatives. Dans cette dynamique, le gouvernement du Mali a approuvé le 24 août dernier la stratégie nationale de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Cette stratégie traduit la volonté des autorités de la transition d'avoir une approche holistique de la stabilisation des régions du centre. Elle vise à faire du centre une zone stable et prospère où les communautés sont réconciliées et vivent en harmonie avec leurs voisins. La finalité étant de parvenir à des élections plus crédibles conformément au chronogramme fixé par les autorités de la transition. Mais cela a des préalables. Je voudrais rappeler que la transition au Mali résulte de plusieurs années de dysfonctionnement de notre jeune démocratie qui a engrangé quelques résultats positifs. Malheureusement, à l'heure du bilan, les passifs sont plus importants que les actifs, d'où la survenance de la transition. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte
pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Le Mali est un peuple reconnaissant, mais pas soumis. Le Premier ministre par intérim a salué la mémoire des victimes civiles et militaires qui ont versé leur sang pour la défense du Mali. Toutefois, il y a lieu de revoir le mandat de la MINUSMA afin qu'il soit adapté aux réalités du terrain. Cela dit, il nous faut reconnaître que près de 10 ans après son établissement, les objectifs pour lesquels la MINUSMA a été déployé au Mali ne sont pas atteints, et ce en dépit des nombreuses résolutions du Conseil de sécurité. C'est pourquoi le gouvernement du Mali réitère sa demande, maintes fois exprimée, d'un changement de paradigme, d'une adaptation de la MINUSMA à l'environnement dans lequel elle est déployée et d'une meilleure articulation de cette mission avec les autorités maliennes. Dans cette perspective, il est extrêmement important pour la MINUSMA de rester une force d'appui au Mali dans sa quête de stabilité. Le gouvernement du Mali dénonce les influences extérieures négatives et les tentatives d'instrumentalisation de certaines entités légalement présentes au Mali pour servir des agendas cachés, y compris à travers l'exploitation de la question des droits de l'homme aux fins de déstabilisation. Le chef du gouvernement par intérim s'est félicité des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation sur la médiation algérienne. Le colonel Abdelaye Maïga a remercié les pays amis du Mali, dont la Russie et d'autres partenaires, pour leurs efforts pour la stabilisation du Mali. Le Premier ministre par intérim a tenu à rappeler à l'ordre les donneurs de leçons de démocratie. Le plus important est que le peuple malien est en phase avec ses dirigeants pour une transition réussie. En application de ces principes, le Mali reste disposé à poursuivre et à renforcer ses relations de bon voisinage avec l'ensemble des pays qui l'entourent. De même, le Mali, fidèle à son engagement panafricain, continuera à œuvrer au sein des organisations sous-régionales et régionales pour la réalisation de l'intégration africaine. Également, l'atteinte des objectifs de la transition requiert l'accompagnement de l'ensemble des partenaires du Mali, y compris les Nations unies. J'en appelle donc aux amis du Mali à rester mobilisés aux côtés du gouvernement en vue de l'aider à relever ensemble ces défis importants. Pour la grande majorité des États du monde, convaincus par le respect mutuel et le partenariat gagnant-gagnant, je leur garantis que les portes du Mali leur sont grandement ouvertes et les Maliens les accueilleront les bras ouverts. Pour la minorité qui serait tentée de ne pas respecter ces principes, nous leur promettons qu'ils feront face à des millions de Assimi Goïta, soucieux de défendre leur honneur, leur dignité et leurs intérêts vitaux. Le Mali à la tribune des Nations Unies, un passage qui fera date dans les annales du Conseil de sécurité. Et à l'occasion de cette 77e Assemblée générale des Nations unies, le chef du gouvernement par intérim n'est pas allé avec le dos de la cuillère pour faire respecter l'honneur, la dignité et le choix des autorités de la transition, la situation des militaires ivoiriens, les menaces de sanctions de la CEDEAO, des sujets qui ont des réponses appropriées. Un discours mémorable, nous disent nos envoyés spéciaux, Mohamed Diarra, Aliou Touré. La voix de quelques 20 millions de Maliens sur les épaules du Premier ministre par intérim. Le colonel Abdelaye Maïga la porte avec sérénité, honneur et fierté. Des pas rassurants à la tribune des Nations Unies. L'instant est solennel et très entendu par l'assistance. Dans un discours d'une trentaine de minutes, le chef du gouvernement par intérim a tenu à recadrer les choses par la plus belle des manières. Permettez-moi de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali et du Sahel. L'amitié reposant sur la sincérité, souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique, au cours de laquelle vous prenez position et vous exprimez
sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Au Mali, notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité ni des déclarations par voie de presse. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement à la note verbale de la MINUSMA, à la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, référence MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 22 juillet 2022, dans laquelle il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations Unies. Les récentes synchronisations des actions et l'harmonisation des éléments de langage consistant à faire passer le Mali, mon pays, de statut de victime à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires sont évidemment sans effet. Le Mali est un État souverain et le choix stratégique de ses dirigeants doit être strictement respecté. Le chef de gouvernement par intérim fustige l'instrumentalisation de la CEDEAO dont le Mali est membre fondateur. À l'endroit du président en exercice de la CEDEAO, M. Oumaro Sissoko Embalo, qui affirme, je cite, « On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. » Fin de citation. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou entre la CEDEAO et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État et le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires et respectent l'indépendance de la justice. Donc, nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. Ceci relève de la fonction judiciaire. Aussi, M. Oumaro Sissoko Embalo doit être conscient du fait qu'il est le dépositaire d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être brisée. Par ailleurs, nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali et loin d'être impressionnés par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant à des agendas étrangers. Notre pays n'a de leçons à recevoir de quiconque. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour deux raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le reconforte totalement dans notre constat. Du haut de la tribune des Nations Unies, le Premier ministre par intérim n'a pas passé sous silence la plainte introduite par les autorités maliennes auprès du Conseil de sécurité. Une plainte qui fait suite aux nombreuses violations de son espace aérien par les forces françaises. Eu égard à la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes.
Le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité, de surcroît assurant la présidence de cet organe, à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Par la saisine du Conseil de sécurité, le gouvernement du Mali entend mettre cet important organe chargé à titre principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale face à ses responsabilités et dénoncer les agissements de la junte française contre mon pays. Ces actes hostiles sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies et son statut de membre permanent. En tout cas, la voix du Mali aura résonné à la tribune des Nations Unies et le monde en fera écho, la finalité étant le respect de la souveraineté du Mali. Après l'avoir abandonné en plein vol, le Mali a été poignardé dans le dos par les autorités françaises. Cette phrase du Premier ministre par intérim depuis la tribune des Nations Unies n'est pas passée inaperçue. Elle exprime le divorce entre les autorités françaises et maliennes. Je vous propose un extrait de l'intervention du colonel Abdoulaye Maïga, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux. Le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Après plus de 10 ans d'insécurité et en fait des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois, en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Grâce à sa résilience et à la solidarité de pays amis et des peuples africains, le peuple malien a tenu et a déjoué les pronostics de ses adversaires. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques, en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la junte française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une 50aine de fois, en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, la junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. À cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiels maliens et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français
décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin et de remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye, décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons? Le président du Conseil national de transition et l'ensemble des membres du CNT ont suivi avec un intérêt particulier le discours du colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, à l'occasion du débat général de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York ce samedi 24 septembre 2022. Le Conseil national de transition félicite le Premier ministre par intérim pour cet excellent discours historique et patriotique dont les mots choisis expriment clairement les aspirations profondes du peuple malien et réaffirment l'indépendance et la souveraineté du Mali. Le CNT invite tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à inscrire désormais toutes leurs actions dans le respect strict de la souveraineté de la République du Mali, de l'unité et de la dignité du peuple malien. Le Conseil national de transition saisit cette occasion pour apporter une fois de plus son soutien indéfectible aux autorités de la transition sous le leadership et la clairvoyance du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et dans d'autres communiqués qui nous sont parvenus à la rédaction, le collectif pour la défense des militaires, la nouvelle initiative pour le développement et l'employabilité au Mali, le mouvement Sentinelle Malikoura, l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali, la Forçat civile, tous félicitent le Premier ministre par intérim pour son brillant discours à la tribune des Nations unies et réitèrent leur soutien aux autorités de la transition. Clôture du premier forum sous-régional des leaders religieux musulmans sous le thème Paix et stabilité dans les pays du Sahel. Le forum s'est achevé par l'adoption de la déclaration de Bamako, une déclaration qui recommande la mise en place d'une fêtière sous-régionale regroupant les pays adhérents à la déclaration de Bamako. Aliou Abdoulaye Touré. Placé sous le thème Paix et stabilité dans les pays du Sahel, le forum sous-régional des leaders religieux a abouti à une batterie de recommandations. Premièrement, les participants ont accepté l'idée de mettre en place une fêtière sous-régionale, elle-même regroupant les fêtières des pays adhérents à la déclaration de Bamako. Deuxièmement, un comité technique composé des experts des pays participants est mis en place avec pour mission de poursuivre la concertation sur les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de la dite structure. Troisièmement, un collège composé des présidents des associations et fêtières des organisations musulmanes des pays adhérents à la présente déclaration assurera le suivi des travaux de ce comité. Quatrièmement, le comité déposera son rapport en décembre 2022 et son adoption fera l'objet d'une assemblée générale constitutive de la structure à mettre en place. En tant que ministre en charge de la réconciliation et de la paix, je ne peux qu'être hautement heureux et apprécier cette très bonne initiative. Le Haut Conseil islamique, que je remercie, que je félicite sincèrement, est mon étroit collaborateur pour atteindre l'objectif de paix. Juste pour vous dire que je me sens intimement lié au Haut Conseil islamique pour des objectifs à atteindre. Le Forum de Bamako recommande également que le Haut Conseil islamique du Mali soit chargé du suivi des conclusions du Forum contenues dans une déclaration dite de Bamako. Comme il avait débuté, le Forum de 2 jours s'achève par des bénédictions pour la paix et la stabilité dans la sous-région.
Face à la grève du syndicat des contrôleurs aériens de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, ASECNA, le ministre des Transports et des Infrastructures, en commun accord avec les responsables du secteur aéronautique du Mali, ont pris des mesures pour combler les vides. Un plan qui fonctionne à hauteur de souhait. Le constat a été fait ce matin par le ministre Dambélé Madina Sissoko, et reportage de Fousseni Tunkara. En fait, moi j'ai mon garçon qui est à Casa. Normalement, il devrait rentrer hier. Ces citoyens maliens rencontrés sur la route de l'aéroport déplorent l'arrêt de travail des contrôleurs de l'espace aérien de la SECNA. Il m'appelle pour dire que les vols sont annulés. Maintenant, je lui ai posé la question, je lui ai dit vraiment, il ne sait pas. Ça coûte extrêmement cher pour nous, les parents d'élèves, pour les voyageurs. Donc, vraiment, je crois qu'ils n'ont qu'à revoir cette situation. Extrait du communiqué de l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de la SECNA-USICA, les revendications sont relatives au renforcement des capacités opérationnelles et au plan de carrière du contrôleur aérien de la SECNA. Cependant, au Mali, les responsables de la SECNA se disent surpris de l'attitude des contrôleurs après la prise en charge de la majeure partie de leurs doléances. Sur les 19 points de revendication, 11 ont pu avoir une satisfaction totale. Et les 8 autres, il les a été promis qu'en 2023, nous allons essayer d'examiner ça. Mais malgré tout ça, ils ont lancé ce mouvement. Ce n'est pas, la SECNA compte aujourd'hui 18 États, dont 17 États africains. Ce n'est pas dans les 17 États africains que la grève est observée. Sachez que nous avons 7 États où il n'y a pas eu de grève parce que les contrôleurs ont décidé de respecter leurs lois nationales comme au Mali, où la grève des contrôleurs est interdite. Mais malheureusement, les nôtres, malgré tout ce qui leur a été dit, ils se sont radicalisés et ils ont décidé de suivre ce mouvement d'ensemble. Et fort heureusement que les plus hautes autorités ont pris le dossier à bras le corps et pour apporter une réponse à ça. Ce plan B, mis en place par les autorités concernées, a été mûri de concert avec les responsables aéronautiques après un bref temps de concertation. Et ce plan, c'est de faire réquisitionner pratiquement certains contrôleurs de la circulation aérienne de l'intérieur du Mali pour pouvoir assurer le service, notamment le service de contrôle d'aérodrome. Donc le service de contrôle d'aérodrome qui va nous permettre en tout cas de pouvoir contrôler les avions ou les aéronefs à l'atterrissage et même au décollage. Et ce qui peut être quand même réconfortant pour les compagnies aériennes. Et toutes les compagnies aériennes qui seront tenter de pouvoir venir ici au Mali pourront quand même entreprendre les démarches pour pouvoir desservir le Mali en toute sécurité. Le directeur général de l'ANAC rassure que ce plan fonctionne normalement et qui a même permis à un avion de Ethiopian Airlines de décoller ce matin, juste avant notre arrivée. Et puis, dans un communiqué déposé à la rédaction, le ministre des Transports et des Infrastructures assure les usagers des services aériens qu'après concertation avec les responsables des structures du secteur aéronautique des pays membres de la SECNA, les mesures alternatives ont été prises pour permettre une reprise du trafic aérien dans une certaine mesure au départ et à destination du Mali à compter de ce jour, samedi 24 septembre 2022. Idrissa Oumarou Maïga, médaillé d'or de l'indépendance, a servi comme opérateur radio au poste de télécommunication dans plusieurs localités avant 1960. Il fut l'un des pionniers dans la lutte contre les travaux forcés et l'implantation du parti USRDA, Union soudanaise Rassemblement démocratique africain, dans le septentrion malien, notamment à Tessit et Ménaka. Notre équipe de reportage conduite par Agali Aguissa lui a rendu visite au quartier 6e quartier, Sénéi de Gao. Suivons. Nous sommes au cœur de la ville de Gao, le quartier de Sénéi, porte numéro 732. Et c'est là où vit l'un des pères de l'indépendance du Mali. Idrissa Oumarou Maïga, opérateur radio des postes et télécommunications et médaillé d'or de l'indépendance depuis le 22 septembre 1966. Il a commencé son activité professionnelle à Agalhok. J'ai commencé par Agalhok, le cercle de Kidal. Après, il y a le camp pénal, qui est Tessalit, un camp pénal. À l'époque, il n'y a que les gardes. C'était les travaux forcés jusqu'à Tessalit. J'ai fait 3 ans là-bas. Nous avons débuté par le syndicalisme. On a fait retomber les travaux forcés. C'est après qu'il y a eu la naissance
des partis politiques. C'est vers les 40 et quelques. Parce que moi, je suis parti à Guérok en 42, de Gao à Guérok. Je faisais la transmission jusqu'en 46. Après la guerre, comme j'étais bouillant RDA, on m'a affecté à Gao. Il est affecté une année après au poste de Kabara, région de Tombouctou. C'est dans cette localité qu'il a rencontré le premier président du Mali, Modibo Keïta, également affecté comme instituteur. Quand Modibo est venu à Kabara, on m'a affecté immédiatement à la Rousse. Il a quitté Sikasso pour Kabara. Il était en prison en France. Quand il a été libéré, qu'on l'a affecté à Kabara. Attaché à son terroir, le receveur a voulu servir dans sa région pour des raisons de famille. En 1953, le spécialiste en transmission est mis à la disposition de la circonscription de Ménaka. Il y retrouvaille avec d'autres camarades de lutte à contribuer au rayonnement du syndicalisme à cette période. Quand j'étais à Ménaka, j'ai trouvé qu'ils ont arrêté Yana Mega, on l'a fait partir à Kidal. Quand j'ai remplacé Yana, au nom du parti, le parti RDA, j'étais le secrétaire général. Il n'y avait pas de parti. J'ai attendu au moins 1 ou 2 mois pour le contact avec certains gens. J'ai trouvé mon camarade Boukhar Sissi, le père de Soumaïda Sissi, 30 km de Ménaka. De 53 à 63, ça fait 10 ans. Puis les gens créent les partis. L'ancien postier, témoin, acteur du mouvement syndical et politique au Mali et grand officier de l'Ordre national du Mali depuis janvier 2015. De 1922 à 2022, Idrissa Oumarou Maïga a 100 ans. Le centenaire est toujours collé à son poste radio. Comprenez alors qu'il suit avec attention l'évolution du pays. Longue vie à notre père Maïga. Les femmes du Mali commémorent la date du 22 septembre. Elles ont animé une conférence de débat au cours de laquelle des messages forts ont été livrés. Ces Maliennes apportent leur soutien aux autorités de la transition. Plusieurs anciennes ministres et députés ainsi que d'autres personnalités féminines étaient présentes à cette cérémonie Kumbassisi. Ces braves dames activement engagées pour la cause du Mali ont tenu cette conférence débat pour célébrer à leur manière la fête de l'indépendance du Mali. Ces femmes disent non à la délocalisation de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO à New York. La tenue d'un sommet de la CEDEAO délocalisé en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York a pour but de mettre sur la place publique mondiale les affaires concernant notre sous-région et de chercher à nuire davantage notre pays. Tout est mis en œuvre et les manœuvres continuent pour casser le rythme de la transition au Mali. Les attaques terroristes multiples et complexes, appuyées par des mains étrangères et qui ont endeuillé le peuple malien avec de nombreux morts militaires et civils. La CEDEAO, l'UEMOA, suivie par l'Union africaine, ont imposé des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines au Mali du 9 janvier au 3 juillet 2022. À travers une déclaration et un communiqué, les femmes du Mali apportent leur soutien aux autorités de la transition. Nous, femmes du Mali, engagées et mobilisées auprès des autorités de la transition de notre pays, partageant les mêmes aspirations que tous les peuples épris de paix et de justice, conscientes des enjeux géostratégiques et géopolitiques en ce qui concerne aujourd'hui la position de notre pays, le Mali. Conscientes des défis énormes auxquels notre pays fait face, comptant sur l'engagement patriotique des Maliennes et des Maliens, conscientes de notre rôle et de notre poids dans le processus de développement de notre pays, déterminées à nous associer à toutes les actions de défense de notre pays. Les organisatrices de cette activité commémorative n'ont pas manqué de saluer la prise de conscience généralisée et l'éveil des sentiments patriotiques chez les Maliens à l'intérieur, tout comme ceux établis à l'extérieur. Et en image, à l'instar des autres régions du Mali, le 70e anniversaire de l'indépendance a été célébré avec éclat dans la région de Douanza, malgré le contexte sécuritaire dans le centre du pays.
Et la cérémonie était présidée par le gouverneur de la région de Douanza. Voilà les images de la célébration du 22 septembre dans la région de Douanza sous la présidence du gouverneur des régions. En 4e région, fini les conflits entre les habitants des villages de Miro, Kankuru et Touara autour de l'espace de pêche Faradialani. Grâce au cousinage à plaisanterie, les cousins Dogon ont mis fin à ce désaccord entre les frères Bozo qui date de plus de 60 ans. Sous le leadership des autorités administratives et acteurs de la réconciliation de Massina, une convention est signée ce 22 septembre en présence de tous les chefs des villages de la commune de Massina. Fousseni Samaki. Un bel exemple de l'utilisation du capital social Sénankouya à Massina. 3 villages Bozo, Mieru, Konguru et Touara viennent de mettre fin à un conflit lié à la gestion d'un espace de pêche depuis 1958 grâce à l'intervention des cousins Dogon. Cette réconciliation s'est matérialisée par la signature d'un accord sur la gestion de ces bras de fleuve appelé Faradialani. Ces communautés ont enterré la hache de guerre sous le leadership du préfet du cercle de Massina, appuyé par Guina Dogon, le projet d'appui à la filière halieutique PAFA et autres acteurs de la cohésion sociale. C'est fini pour ce conflit, car nous ne pourrons pas dire non au Dogon. Au nom du cousinage, ce litige est fini pour de bon. La convention porte sur la gestion de l'espace de pêche Faradialani, les mesures d'accompagnement, la sécurisation, entre autres. Nous saluons cet accord. Il s'inscrit dans les objectifs de la consolidation de la réconciliation nationale. Les jugements rendus dans les tribunaux supérieurs de droit local Soudan français de 1958 et ceux du 15 août 2013 et du 27 août 2014 n'ont malheureusement pas pu résoudre le problème et ce n'est pas un hasard qui a fait accepter à la communauté Bozo des 3 villages de laisser de côté leurs droits, leurs rancœurs et accepter ces protocoles d'accord à la demande de leurs cousins les Dogon. Cette signature s'est déroulée en marge des festivités du 22 septembre à Quai Massina, en présence des représentants de plusieurs villages de Massina. Plus de 3,5 milliards de francs CFA ont été investis dans le projet alimentaire et nutrition d'urgence intégré pour les personnes déplacées et les populations vulnérables au Mali. Ce projet touche 600 ménages dans la région de Mopti. Il est financé par la campagne d'assistance d'Allemagne et mis en œuvre par World Vision pour une durée de 9 mois. La correspondance de Idrissa Keita. Répondre aux besoins humanitaires des personnes déplacées et des familles d'accueil touchées par la crise sécuritaire au Mali, c'est l'objectif du projet de sécurité alimentaire et de nutrition d'urgence intégré pour les personnes déplacées et les populations vulnérables au Mali, qui vient d'être lancé à Bandiagara. Le coût est de 3 543 330 000 francs CFA. Le projet cible les ménages vulnérables, notamment les ménages IDP, les personnes déplacées internes, et les ménages hôtes vulnérables, au niveau des communes de Dandoli, Ouadouba, et dans le cercle de Djéné, il s'agit de la commune urbaine de Djéné et de la commune de Dandougou-Fakala. Ils seront répartis par degré de vulnérabilité. Ce projet qui s'étend sur une période de 9 mois va atténuer la souffrance de 600 ménages vulnérables et renforcer leur résilience face aux effets de la crise sécuritaire. Il y a un travail de répartition de transfert monétaire qui sera effectué pour ces ménages de 42 € par mois pendant 8 mois, qui va permettre aux ménages bénéficiaires d'acquérir une certaine capacité d'acquisition des biens et services en termes de food, d'aliments et en termes de mise en place d'AGR. Le projet de sécurité alimentaire et de nutrition d'urgence intégré pour les personnes déplacées et les populations vulnérables au Mali est mis en œuvre par World Vision sur financement de la campagne d'assistance d'Allemagne ADH. Lancement des activités du projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs à Bougouni. Ce projet d'une durée de 5 ans vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réduire la pauvreté et lutter contre le changement climatique dans les zones rurales au sud du Mali. Les détails avec Jafar Aïdara.
Ce lancement des activités du projet Multi-Énergie pour la résilience et la gestion intégrée des tiroirs mérite a pour objectif d'informer les autorités régionales, locales et autres acteurs de la région de Bougouni sur le projet mérite et les modalités de mise en œuvre du projet, car il contribue aussi à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à la résilience climatique des ruraux dans le sud du Mali. C'est un projet innovant et qui vient à la suite d'un premier projet qui a fait assez de succès, le projet qu'on appelait ASAP. Donc c'est pour la promotion de ces succès et ensuite redynamiser ce qui est déjà fait, qui mérite là. Un projet très transversal qui va englober les énergies renouvelables, les énergies bio et aussi un projet de résilience pour booster la productivité agricole. Donc pour ce faire, il y aura 5000 biodigesteurs qui seront installés pour le grand bonheur de la population rurale et aussi 150 plans communaux d'adaptation au changement climatique. Au cours de ce lancement, une présentation sur le projet par les experts chargés de la composante 2 de mérite a été faite, suivie des questions des participants. Le projet mérite est le nôtre et nous devons nous en approprier pour sa réussite au profit de nos communautés rurales respectives pour un développement harmonieux et durable du Mali. À noter que Mérite est un projet innovant pour le Mali et le FIDA, dont les résultats obtenus avec tous les acteurs, à savoir les services techniques de l'État, les organisations paysannes APECAM, SENOP, etc., contribueront à moderniser le secteur agricole du Mali. Ouverture à Bamako des travaux de l'atelier de restitution des synthèses sur la vulgarisation de la nouvelle loi électorale. La société civile, les partis politiques et les partenaires techniques et financiers se concertent sur la question en vue d'intégrer certaines observations nécessaires. Adama Djindi. Cet atelier marque, semble-t-il, le dernier virage concernant la vulgarisation de la nouvelle loi électorale. C'est pourquoi les partis politiques, les organisations de la société civile, les médias échangent sur les enjeux de la réforme électorale et les innovations contenues dans la nouvelle loi. Il sera aussi question de leur implication dans l'organisation et la gestion des opérations électorales et référendaires au Mali, une préoccupation de tous les Maliens. Les défis sont énormes pour notre pays. Nous traversons une crise existentielle extraordinaire qui commande de tout un chacun la mise en commun de nos énergies pour faire en sorte que notre pays ne puisse pas faire bégayer l'histoire. Et c'est à cela que le Conseil national, sous le leadership de son président, le colonel Diao, s'est dédié. Et c'est ce qui a expliqué les incompréhensions par rapport à l'adoption de la loi électorale, qui pour nous est aujourd'hui l'instrument qui doit présider le processus électoral. La vulgarisation de la nouvelle loi électorale auprès des populations permet à celles-ci de s'en approprier, une démarche appréciée par les partenaires. Vous avez démontré ainsi un engagement clair pour une refondation pacifique et un retour pérenne à l'ordre constitutionnel au Mali. Des élections libres, sincères et transparentes et pacifiques sont en effet un élément important de ce processus. Le retour à l'ordre constitutionnel normal exige l'implication des différents acteurs, État, partis politiques, société civile et partenaires techniques et financiers. Votre engagement pour l'édification d'un Mali démocratique a été toujours constant. Et nous espérons qu'avec nos partenaires, qui nous accompagneront, vous, en tant que représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, feront en sorte que nous puissions aider nos autorités de la transition. Cette rencontre sera mise à profit pour faire la présentation des enseignements tirés des sessions de vulgarisation de la nouvelle loi à travers le pays. Le Forum de l'habitat, des banques et assurances FOABA 2022 se tiendra du 25 au 27 septembre 2022 à Lomé, au Togo. L'information a été donnée au cours d'un point de presse, le compte-rendu de Inaba. Le Forum de l'habitat des banques et assurances FOABA est un espace d'expression pour l'État, les banques et assurances, les sociétés immobilières à l'endroit de la diaspora malienne.
Cette année, la 11e édition se tiendra à Lomé au Togo du 25 au 27 septembre 2022 et le choix de ce pays ami n'est pas fortuit. Donc on est obligé d'aller à Lomé parce qu'il y a 2 ans, on était prévu à Lomé. On a déjà lancé depuis 2020, mais le moment où le forum devait avoir lieu, le FABA devait avoir lieu à Lomé, il y a eu le Covid. D'accord, les conditions d'attribution, c'est la banque qui finance le projet, celui qui donne son chemin de programmation, comment il faut payer la maison. Cette initiative vise à favoriser l'accès des Maliens de l'extérieur à des logements décents et de haut standing. 3 types de logements sont proposés, les maisons de type F3, F4 et F5, par le partenaire en Mali. Effectivement, il y a des critères spécifiques pour les logements. Il y en a des critères pour les Maliens résidant à l'extérieur, il y a des critères pour les Maliens qui résident ici au Mali. Et avec un apport de minimum de 20% du logement que tu veux acheter, la banque finance les 80%, mais à ces conditions. C'est-à-dire le document que la banque va demander, et voilà, tu vas les mettre à leur disposition. Selon les organisateurs, pour bénéficier de ces logements, la condition d'acquisition des Maliens de la diaspora est non salariés à partir de 20%, et les salariés peuvent avoir tout simplement sans apport personnel. Signature d'un protocole de partenariat politique entre l'Alliance pour la refondation du Mali AREMA et 2 partis politiques. Il s'agit du Rassemblement pour l'unité et le progrès et le Mouvement populaire pour le changement. Les 3 regroupements s'associent désormais pour soutenir les actions du président de la transition à travers une doctrine appelée assimisme. Mohamed Kaintaou et Aboubakar Traoré. En apposant leur signature au bas du document du partenariat, le président du Rassemblement pour l'unité et le progrès RUP et celui du Mouvement populaire pour le changement MPC acceptent de mutualiser leurs efforts avec l'Alliance pour la refondation du Mali AREMA. Cela en vue de soutenir les actions du président de la transition. Ainsi, à travers ce partenariat tripartite, les 3 organisations s'engagent à inculquer aux Maliens les principes fondamentaux de l'assimisme. L'assimisme, c'est une doctrine aujourd'hui qui porte les idéaux et la vision du président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et ses compagnons, les autres colonels, et même les continuataires à l'avenir. Donc c'est pour dire tout simplement aujourd'hui, Assimi, pour les Maliens, ça dépasse un peu le cadre de l'homme. C'est une doctrine, c'est une idéologie qu'il faut aujourd'hui enseigner, qu'il faut aujourd'hui mettre en valeur et qu'elle soit enseignée aux Maliens, pourquoi pas aux Africains, parce que c'est une doctrine libératrice. C'est une doctrine nationaliste, c'est une doctrine souverainiste. Le président de l'AREMA a rappelé que dans le cadre du Mali-Koura, l'assimisme doit fédérer l'ensemble des Maliens et au-delà l'Afrique en entier. C'est pourquoi il a apprécié le sens élevé du patriotisme des nouveaux adhérents. Le RIP félicite l'armée malienne, ainsi les 5 colonels, et nous exhortons le gouvernement à s'inverser davantage à la lutte contre l'insécurité qui grandissant toujours dans notre pays. J'exhorte la classe politique de s'unir pour un lendemain meilleur pour notre pays, non seulement pour notre pays, mais aussi notre continent. Ici, nous exhortons et nous invitons les autres partis politiques, les autres associations des fêtières, la société civile, pour soutenir non seulement la transition, les autorités de la transition, comme le CNT, le gouvernement, et soutenir l'AREMA dans cette lancée. La cérémonie a pris fin par la présentation au public de Souleymane Konaté, un jeune paysan d'une 30aine d'années qui a marché de Yanfolila à Bamako, soit une distance de 196 km, pour apporter son soutien au chef de l'État. La Biennale africaine de la photographie renaît. La 13e édition va se dérouler du 8 décembre prochain au 8 février 2023. Ce grand rendez-vous culturel vient d'être lancé officiellement. Le thème retenu est la manipulation, la différence, le devenir et le patrimoine. Alpha Maïga nous en parle. Une orchestration musicale traditionnelle qui annonce ainsi les couleurs de la 13e édition. Rencontre de Bamako, Biennale africaine de la photographie. Et cela après une période d'arrêt. Mais comme le dit l'adage, Dougoubila, Kafoussa, ni Ladaouilié. Autrement dit, il vaut mieux quitter le village que d'enfreindre ses lois. C'est pourquoi, malgré le contexte,
La conjoncture que nous connaissons tous, le gouvernement du Mali tient à organiser cette 13e édition des Biennales africaines de la photographie Rencontres de Bamako. La 13e édition des Rencontres de Bamako se tiendra à Bamako du 8 décembre 2022 au 8 février 2023. Est placée sous le thème Makamaya Kacha Aerokono. Ce rendez-vous est unique sur ce continent par son sujet, son objet et certainement par sa force d'attraction des acteurs continentaux et internationaux. Côté partenaire, on se réjouit. Opportunité de donner une assurance dans le but de voir Bamako devenir ou redevenir la capitale mondiale de la photographie. C'est un engagement de taille. Nous soutenons avec d'autres, nous soutenons cette biennale, le IN comme on dit, mais nous allons aussi soutenir le OFF. Nous allons y contribuer avec une exposition qui sera intitulée Kungo Fitini. Rappelons que la rencontre de Bamako, Biennale africaine de la photographie, a été lancée depuis 1994, ce qui fait bientôt 30 ans. En image, à Malabo, en Guinée équatoriale, la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation a été marquée par une série d'activités, d'abord du sport avec un match de football organisé de concert avec l'ensemble des fêtières des Maliens établis en Guinée équatoriale. Ensuite, des prières pour la paix et la réconciliation au Mali ont eu lieu aussi dans les mosquées et églises à Malabo et Bata. Et nous ouvrons ainsi la page sport et avec moi dans ce studio, Siragatou Sissé. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Salma Tanda, très heureux de vous retrouver pour la première fois sur le plateau. Le plaisir est partagé, merci. Alors, un match amical international joué hier au stade du 26 mars, les Aigles du Mali ont bien négocié leur rendez-vous face aux Zambiens. Oui, victoire des Aigles, 1-0 grâce à El Bilal Touré dès la 6e minute. Les Aigles du Mali se sont bien comportés face au Chipolo Polo de la Zambie. Le résumé du match avec Salif Diakité. Le Mali et la Zambie se retrouvent 20 ans après leur dernière rencontre amicale. Pour ces retrouvailles à l'occasion de la fenêtre FIFA de ce mois de septembre, Maliens et Zambiens ne se sont pas fait de cadeaux. À la conclusion d'une magnifique action collective, El Bilal Touré ouvre le score dès la 7e minute. Cueillis à froid, les champions d'Afrique 2012 n'arrivent pas à développer leur jeu face à une équipe malienne bien organisée. La première véritable occasion zambienne est sauvée sur la ligne de but par un défenseur malien juste avant la mi-temps, 1-0 en faveur du Mali. La seconde période est attrayante autant que la première. Les belles séquences s'enchaînent sous la clameur d'un public enthousiaste, de l'engagement, de l'intensité, du beau spectacle, mais aussi de l'envie. Bref, la physionomie de ce Mali-Zambie ressemble à un vrai match officiel. Avec leur 46e place mondiale dans le dernier classement FIFA, les Aigles du Mali accentuent leur nette domination. Mais ni Lassana Koulibaly, encore moins Aliou Dieng, ne parviennent à trouver le cadre. Si le match amical Mali-Zambie du 10 janvier 2002 au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Caille s'est soldé par un score de parité 1-1, celui du 23 septembre 2022 en connaît bien un vainqueur. On est satisfait parce qu'on a fait un très bon match, c'était un très bon match à jouer. On était bon aujourd'hui. Alhamdoulilah, on a gagné les matchs. Donc il y a les matchs et retour. On va tout donner pour gagner ces matchs aussi. Je suis content de cette victoire. Voilà, félicitations à mes joueurs. Parce qu'ils continuent ce qu'on a décidé tous ensemble. Donc voilà. Et puis ça fait, je pense que c'est bien de faire une victoire ici à Bamako, sur nos terres, dans notre stade. Après, c'est vrai que sans leur donner des excuses, il y avait un terrain qui n'était pas facile ce soir. Il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de très gras, donc c'est dur pour les organismes. Mais encore une fois, il y avait une bonne opposition et puis on s'est battu. Moi, mon projet, c'était de faire tourner. Je souhaitais donner du temps de jeu à tout le monde sur ces deux matchs.
Donc il y a des joueurs qui sont rentrés dans l'équipe et qui ont été bons. Auteur d'une prestation presque parfaite, les Aigles du Mali s'imposent avec la manière face à la 87e nation mondiale du classement FIFA. En attendant la manche retour prévue le lundi 26 septembre, toujours au stade du 26 mars, les fervents supporters des Aigles se régalent. Le match Mali-Zambie, acte 2, programmé ce lundi, est à suivre en direct et en intégralité sur ORTM 1 à partir de 19h au stade du 26 mars. Alors, Coupe ORTM, la commune 6 stade juge le trophée en battant la commune 4 au tir au but 5-4 à Sédagato. Ah oui, il ne fallait pas du tout venir en retard cet après-midi au stade Mamadou Konaté pour cette finale de la Coupe ORTM. La commune 4 ouvre le score de la 4 minutes par Seydou Konta. La commune 6 s'organise et revient dans la partie à la 88e minute par El Haj Konta. Score final, un but partout. C'est d'ailleurs au tir au but que la commune 6 s'impose 5-4. On voit l'ouverture du score de la commune 4 et la réduction, disons l'égalisation de la commune 6 sur cette imparable tête à 2 minutes de la fin. Toute la joie au niveau de la loge officielle. Donc les tirs au but s'en suivent et la commune 6 gagne 5-4. Au chapitre des récompenses, le meilleur gardien du tournoi est Mohamed Chérif de la commune 6. Aïssata Diarra est élu meilleur arbitre du tournoi. Boubacar Kamara de la commune 6 est élu meilleur entraîneur. Mohamed Mariko de la commune 6 est désigné meilleur buteur avec 4 réalisations. Et le meilleur joueur est Souleymane Traoré de la commune 4. La troisième place est revenue à la commune 3. La fête a été belle et colorée au stade Mamadou Konaté. Grand merci au parrain Yacouba Antomini Diakité. Alors, vainqueur de la Supercoupe, colonel Assimi Goïta, l'équipe du Mopti est retournée dans la Venise et l'accueil était des plus populaires. Oui, des autorités communales, sportives, politiques, administratives et anonymes, l'accueil réservé aux héros de l'équipe de Mopti, vainqueur ici à Bamako de la Supercoupe, colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, était mémorable. De Mopti, notre correspondant régional Idrissa Keïta. Défi relevé par l'équipe régionale des Mopti qui avait pris part à Bamako à l'édition 2022 de la Supercoupe colonel Assimi Goïta, président de la transition. Envoyé en mission, la sélection de la Venise malienne monte sur la plus haute marche du podium en remportant ainsi le trophée. À son retour à la maison, la sélection mopticienne a eu droit à un accueil grandiose. Autorités administratives, politiques, ligue régionale, les femmes et la jeunesse des Mopti ont communié à l'unisson. Je suis très ému parce qu'on n'a pas pensé que toute cette population allait sortir pour nous accueillir. Je leur dis merci. C'est une coupe de solidarité, de cohésion. Il n'y a pas eu de vainqueur. Parce que le contexte dans lequel on a joué la coupe, c'était le brassage, l'union, la cohésion et la paix. De quoi réjouir le gouverneur des Mopti qui a demandé au président de la transition de renouveler cette initiative l'année prochaine. Le président de la transition, son excellence colonel Assimi Goïta, nous a envoyé en mission à Mopti et nous avons différé cette mission. Nous avons envoyé l'équipe régionale en mission à Bamako et ils ont accompli la mission. Nous remercions le président de la transition pour l'initiative. Au compte de ce tournoi, l'équipe régionale de Mopti a joué 7 matchs, 7 victoires, 17 buts marqués, 2 encaissés et a eu aussi la place du deuxième meilleur buteur de la compétition. Sélégatou Sissé, merci. Merci, à demain, Inch'Allah. À présent, le point Covid. Ce 24 septembre 2022, les services de santé ont enregistré 6 cas positifs sur 579 tests réalisés, 38 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 331 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner.
Après ce journal, vous pourrez suivre l'intégralité du discours du colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, discours prononcé à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 77e Assemblée générale de l'organisation. Et c'est la fin de cette édition. Merci, bonsoir.